Buongiorno Ilaria. Buongiorno. Je peux pas m'empêcher de te dire un bonjour en italien parce que nous sommes nés tous les deux en Italie, même C'est si tu formidable. parles très très bien français. Tu as un livre devant toi. Ah Tu oui, peux me le montrer? ah oui, les voilà. Ah, mais c'est ton livre! C'est mon livre. C'est mon livre, tout à fait. Il a été traduit en français par Romane Lafort, qui est une super écrivaine et traductrice. Tout à fait, c'est aussi une écrivaine. Oui, elle est super. Elle a écrit des très beaux livres. Le dernier, La Confession, a paru l'année dernière chez Flammarion. Je l'ai lu, je l'ai lu. Super, non? En fait, je l'ai même rencontrée, si tu veux tout savoir. Ah, J'ai rencontré ta traductrice. super. Donc, Voilà. Tout match c'est parfaitement. cool. Mais je suis trop contente de te connaître Et aussi. moi aussi, je suis ravie de te connaître. Ton livre est inspirant, intéressant, différent. Il sort de l'ordinaire de cette rentrée littéraire. Tu ne parles ni de ta maman ni de ton papa. Donc, pour celles et ceux qui sont confrontés à la rentrée littéraire française, c'est un exploit. Ces livres dont je parle sont magnifiques Non, non, pour certains, non, mais non, ça nous fait une diversion. oui, voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est à ces moments-là, il y a une grande partie des littératures qui parlent des liens familiers Oui, familiaux. Oui. et familiaux. Et parce que je pense que c'est quelque chose qui nous dit, qui nous parle de notre temps, du temps qu'on Bien vit. sûr, bien sûr. Mais donc voilà, oui, je vois ce que tu dis et oui, Non, mais et c'est il y a vrai des que mon livres de livre, ce filon-là que j'ai absolument adoré. oui, mais il a des livres fantastiques sur ces thèmes parce que c'est un thème Mais ton énorme, livre éternel, sort mais totalement de voilà, l'ordinaire. c'est un peu différent. Alors, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, le diable s'habille en Prada. Pourquoi je peux avoir cette intuition-là? Raconte-moi. Bon, je pense que c'est parce que, justement, comme tu l'as remarqué, on en parlait ces jours-ci aussi avec des libraires français que j'ai rencontrés ici à Oui, Paris. Et c'est vrai il y a très peu de livres qui sont, dont l'ambiance soit une boutique, oui, un magasin où on vend des fringues. Il y a, bien entendu, il y a Au bonheur des dames des Zola un peu, oui, qui tout est un à peu dans fait. l'air. C'est Et ça. Et après, sinon, on parle de mode en général, mais pas du magasin. et donc c'est Là, très, pour le coup, le voilà. diable s'habille en Prada, c'est une rédaction de mode, c'est autre chose. Oui, ça parle du journalisme, le Tout à diable fait. s'habille un peu là. Mais c'est vrai que là, c'est un peu une inspiration pour un roman qui parle aussi de la relation avec la mode et l'apparence. Et c'est très rare. L'apparence et surtout cette femme forte, avec un Voilà. caractère fort, la propriétaire de cette boutique qui me rappelle mon enfance, parce qu'effectivement, je suis née en 79. Donc, on est dans les années dont tu parles. Quand j'étais enfant, ma famille allait dans les boutiques multimarques. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Oui, ça disparaît. C'est ça. Et par contre, j'ai eu vraiment la sensation d'y être. D'ailleurs, tu parles de Viviane Westwood, qui a été une amie personnelle. Hein. Donc, Non. quand j'entends sur un livre, je lis Viviane Westwood. Mais c'est J'ai un formidable. moment de joie personnelle. Viviane Westwood, elle l'a dit. Mais ton livre est passionnant. Et il est inspiré aussi par des faits, Un peu divers. voilà. Raconte-moi le fait divers, s'il te plaît. J'ai inventé une boutique que j'ai pas connue, mais que j'ai essayé d'imaginer en suivant des suggestions et des témoignages que j'ai recueillis. Mais c'est vrai aussi que je me suis inspirée d'un fait divers qui est arrivé finalement pas en Italie, mais en France, à Orléans, même si après cette histoire s'est déplacée et elle est arrivée de quelque façon aussi en Italie. Il s'agit de la rumeur d'Orléans. C'est une histoire qui a eu lieu en 1969 et c'était à Orléans notamment que on a commencé à il a commencé à se répandre, Reprendre, oui, oui. à se répandre une rumeur. Les gens disaient qu'il y avait certaines boutiques où les jeunes filles étaient volées et elles étaient enlevées de leur famille. Elles Disparaissait mystérieusement. disparaissaient, oui, dans les cabines d'essayage. Ouais. Et c'est très intéressant, je trouve, parce que finalement, ça a un lien avec la mode, bien entendu. Bien sûr. Parce que c'était les premières boutiques pour les ados. Parce que c'était l'année après 68. Donc, la mode venait de changer. On Oui. avait des boutiques
pour les jeunes filles qui avaient un peu découvert cette liberté de s'habiller en choisissant soi-même leurs vêtements. Un peu plus libre, effectivement. Voilà. Donc voilà, avec la liberté arrive la menace. Non? Il faut faire attention parce que vous allez être enlevé dans les boutiques où vous allez vous acheter les fringues. Et l'autre côté de la rumeur, qui a été très bien reconstruit par Edgar Morin, qui est allé à Orléans faire une enquête, il a mené une enquête dans l'été de 69, parce que la rumeur s'est répandue au mois de mai. Et Oui. ça a terminé avec le mois de mai. Après, personne n'en parlait plus comme si de rien n'était, même s'il y avait eu des épisodes de violence. C'est la chose particulière des rumeurs. Hein. Dès Ouais. qu'il y en a une nouvelle. Voilà, c'est ça. Non, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et après, ouais. Mais lui, il est allé avec une équipe des collègues, des chercheurs. Ils sont allés faire une enquête, mener une enquête Oui. et faire des entretiens aux gens pour essayer de reconstruire qu'est-ce qu'il avait été dans le cette point vie. de départ. Voilà, le point de départ. Et aussi la façon dont cette violence s'était déclenchée. Parce que finalement, il y avait eu des actes de violence. Oui. C'était aussi une affaire antisémite. Parce que les propriétaires des... On y arrive parce qu'effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans ton livre. Hein. Ouais, parce que c'était vraiment une partie de l'histoire avait à faire avec le fait que les magasins qui étaient ciblés et qui avaient été individués comme ceux desquels les jeunes filles disparaissaient étaient des magasins qui avaient des propriétaires juifs. Et donc, ça a créé une concentration de violence contre les propriétaires, alors qu'aucune fille n'avait disparu. Donc, il n'y avait pas un grain de vérité, mais les gens croyaient que c'était quelque chose de vrai. Et la façon dont tu recrées cette capacité d'une rumeur de se propager, d'arriver, de détruire, de laisser le vide et de partir un peu comme inspiré par le monde qui continue, est magistrale. Oh, merci. Je n'avais pas forcément très suivi la rumeur d'Orléans. J'en sais un peu plus justement parce que ma source a été Edgar Morin pour voir un peu de quoi il s'agissait hors ta fiction. Et je me disais, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, j'ai découvert après t'avoir lu dans ta fiction, parce que c'est une fiction, c'est un magnifique roman, que ça avait pris des proportions incroyables. Incroyable. Et tu arrives à reproduire ce schéma d'oppression, cette impuissance aussi des boutiques, parce que tu le décris très bien. Que faire quand tu es ciblé et quand on dit que dans ta boutique, les jeunes filles peuvent disparaître? Quels sont tes moyens? Quels sont les moyens qu'une écrivaine peut avoir pour dissoudre ce mystère? Alors, bon, merci pour avoir remarqué sur tout cela parce que c'était vraiment le défi de ce livre. Parce que je voulais laisser très nuancé les sources de la rumeur. Parce que finalement, ce qui arrive très clair de l'étude d'Edgar Morin et de son équipe, c'est qu'il n'y a pas un seul responsable. C'est ça. Il y a une responsabilité collective qui rend très difficile trouver les sources et aussi détruire la rumeur. Complètement. Ça, on le voit aujourd'hui, je pense que, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre, parce qu'on le voit avec les théories du complot aujourd'hui, qui sont très très vite à se répandre. Ton livre est d'une grande actualité aussi pour ça. Voilà. Parce que tu pense que c'était en fiction, donc voilà, très facile à lire. Ton livre nous fait aussi sourire par moments. On trouve des moments de conversation subtiles qui nous tiennent page après page, mais explique, détricote le mécanisme d'une rumeur et d'une fake news, on les appelle comme ça aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas encore ce terme anglais qui maintenant devient multinational parce que c'est fake news partout. Et tu l'expliques, la fake news. J'essaie de la développer en faisant voir que c'est vraiment quelque chose qui a à faire avec plusieurs sources. Donc, c'est comme, dans ma tête, je l'imaginais un peu comme quand il y a dans les exécutions aux États-Unis, qu'il y a deux personnes. Ok, alors, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Comme ça, il n'y a pas vraiment. On ne sait pas qui a activé Et c'est un peu ça. C'est un peu ça les principes. Qui a appuyé sur le bouton létal. Voilà. Oui. Non, parce que c'est vraiment quelque chose qui est composé. Et de l'autre côté, c'est très difficile de détruire une rumeur. C'est très difficile de démonter une fake news.
C'est tout très à fait. difficile de montrer que quelque chose qu'on dit, par exemple, il y a cette calomnie qui est un exemple parfait, je trouve, parce que ça a à faire avec des peurs archétypiques, qui est Oui, la calomnie selon laquelle il y a quelqu'un qui porte malchance, non? tout à fait. Mais et là, ça tient à l'irrationalité, Bien mais sûr. finalement, donc c'est pas vrai ni vraisemblable qu'il y a quelqu'un qui porte malchance, mais comment tu démontres une chose irrationnelle n'est pas vrai? Il Sinon, capro espiatorio c'est en ça, ouais, italien, c'est ça, c'est ça. bouc émissaire en français, c'est cette figure désignée pour avoir toutes les responsabilités. Et là, c'était les boutiques des Et, juifs. et c'est vraiment un mécanisme qui marche à merveille parce que c'est très, très humain ce qu'il recueillit. Non? Tout Donc, à le fait. bouc émissaire va concentrer les dédains des gens Oui, qui vont, par contre, être très conformistes de leur côté. Donc, tu me demandais comment faire un écrivain à décodifier tout ça. oui, c'est Bon, ça. ce que j'essayais de faire, c'était de me mettre dans l'histoire, d'imaginer les émotions des gens qui se sont touchés par cette rumeur. Et donc, et c'était très difficile parce que ça aurait pu d'être très nuancé parce que bon, j'ai lu des livres, mais j'ai aussi observé beaucoup. Et je pense que la chose la plus dure pour moi à décrire, parce que ça me faisait souffrir à Ah moi-même, oui, j'imagine. Hein. c'était cette impuissance qui finalement, Marie-France et Josué, son associés, qui sont Exact. les propriétaires du magasin, ils ont, Qui ont créé, parce qu'en plus, on voit aussi la naissance de cette boutique. Hein. voilà, La passion, l'amour ils ont derrière. tout mis, ils ont C'est tout ça. donné pour cela. Et finalement, quand ils voient ces fantômes, dans des calomnies qui naissent, ils le voient, mais ils ont même peur à l'affronter parce qu'ils savent que s'ils réagissent, ça devient encore plus réel. Et donc, ils sont paralysés. Et donc, il a fallu décrire cette paralyse. Et c'était très difficile parce que si on regarde à rumeur comme ça, une histoire comme ça, de l'extérieur, si on garde la distance, on se dit, bon, mais moi, je me serais défendue, moi, je me Oui. serais détachée. Mais C'est c'est pas comme facile, ça mais que pas ça si arrive. facile que Parce ça quand que on y est. l'histoire des rumeurs nous raconte que la victime est toujours réduite à une forme d'impuissance qui est peut-être la chose la plus terrible. Et là aussi, j'ai inventé cette voix qui raconte Tout à l'histoire, fait. qui est la voix de Barbara, qui est quelqu'un qui n'arrive pas à opposer sa force à la force de la rumeur. Tout à fait. Et ça aurait été très tentant, j'étais très tentée je sentais très fort la tentation de dire, bon, je vais construire un personnage comme c'est le personnage qui dit moi, qui dit je, qui raconte à Oui, la première oui. personne, de la sauver, non, et de dire non, va être Tu sais que l'une courageuse, de mes elle questions va. était qu'est-ce qu'il y a de toi, Barbara? Donc, Donc, alors, moi j'ai seulement, c'est un personnage fictionnel. bien sûr. Moi, j'adore écrire à la première personne, mais c'est parce que je pense, j'aurais aimé dans une autre vie être actrice. J'aurais adoré interpréter des rôles, mais je pense que j'ai pas vraiment, je suis pas douée, pas du tout. D'accord. Et donc voilà, j'écris. Et donc, un écrivain. Moi, je suis contente que tu écrives. Continue, hein. Mais, et donc, je pense que pour moi, écrire à la première personne qui n'est jamais vraiment une première personne autobiographique, mais qui est comme un masque Mais il y a quand que même quelque j'aimais. chose de toi, de ton Voilà, mais je ressenti. joue avec des éléments D'accord. extérieurs, mais pour créer un personnage qui est autre. Et là, par exemple, c'était très difficile parce que, alors, je me suis amusée à jouer avec des éléments superficiels comme les études des philo et un certain détachement de la vie, une certaine manière d'être Tu toujours nous un glisses peu dans. aussi des petites pastilles philo. Oui, Dans le oui. livre, j'adore. Hein. On ne divulgage pas, on raconte rien. Si vous voulez le savoir, il faut lire le livre. Mais parfois, il y a la touche philo de Merci. l'autrice.